Histoire d'en dire Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te m'intéresse, je te Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. J'ai l'impression que l'océan ne me veut pas, je sais pas pourquoi. C'est une question de lune, une question de dune. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler, vous l'avez reconnu, d'un grand film. Un film germano-hispano-italien, ouest germano-hispano-italien. Le bon, la brute et le truand, il buono, il brutto, il cattivo, est un film réalisé par Sergio Leone et sorti en 1966. Parmi les plus célèbres, si ce n'est le plus célèbre western de l'histoire du cinéma, il est considéré comme la quintessence du style western spaghetti. Pour conclure sa trilogie du dollar, également appelée trilogie de l'homme sans nom, Sergio Leone reprend le nombre de 3 protagonistes. Clint Eastwood et Lee Van Cleef se partageraient la vedette et quelques dollars de plus avec Gian Maria Volonté. Dans ce film, c'est Eli Wallach qui joue le troisième homme. Le scénario introduit une nouveauté, l'irruption de l'histoire avec un grand H, avec la guerre de sécession comme toile de fond. Il s'agit donc chronologiquement d'un retour en arrière par rapport aux 2 autres films de la trilogie, autrement dit un préquel. C'est pour ça que je commence par celui-là, parce qu'on parlera des autres aussi, des monuments. De même, le personnage de l'homme sans nom, joué par Clint Eastwood, la constante qui lie les 3 films, ne se présente pas dans sa tenue habituelle. Il y a un long porte-manteau de type cache-poussière, et ce n'est qu'à la fin du film qu'il endosse un poncho, adoptant alors l'apparence extérieure du personnage des 2 premiers films et matérialisant, selon l'idée de Léon, l'aspect cyclique de la trilogie. Le film a été tourné à Tabernas, en Espagne, ses paysages rappelant ceux des déserts d'Amérique du Nord. Tout ça avec la musique que je vous ai fait écouter de Ennio Morricone, très célèbre musique. Et on va passer au synopsis. Alors, le film raconte l'histoire de 3 as de la gâchette qui, durant la guerre de sécession, sont à la recherche d'une caisse de dollars disparue. Le premier à être présenté est Tuco Benedicto Pacifico Juan María Ramirez, un criminel ayant commis de nombreux délits et dont la tête est mise à prix. Tuco est de connivence avec Blondin. Ce dernier livre Tuco aux autorités, encaisse la prime de l'arrestation et libère ensuite son complice au moment où celui-ci va être pendu en coupant la corde avec une balle de fusil. Les 2 acolytes se partagent ensuite le butin et refont la même opération plusieurs fois dans les comtés voisins. Durant ce temps, un 3e personnage nommé Setenza, un tueur sans pitié, apprend l'existence qu'un coffre rempli de 200 000 dollars des Confédérés, caché par un soldat nommé Bill Carson. Il commence donc à chercher plus d'informations à ce sujet. Blondine décide de rompre son partenariat avec Tuco, l'abandonnant dans le désert. Tuco réussit cependant à survivre et après une traversée de plus de 100 km, il arrive, assoiffé,
est complètement épuisé dans un petit village. Décidé à se venger, il retrouve rapidement Blondine et le capture, profitant d'une diversion offerte par la retraite des Confédérés de Californie. Il inverse alors les rôles, contraignant son ex-compagnon à le suivre à pied dans le désert. Alors que Tuco est sur le point d'abattre Blondine, il aperçoit une diligence remplie de soldats confédérés, morts ou en tout cas mourants. Parmi ceux-ci se trouve Bill Carson, l'homme recherché par Sentenza. Carson révèle à Tuco le nom du cimetière où est caché le magot, mais demande de l'eau en échange du nom de la tombe. Pendant que Tuco va chercher une gourde, Carson meurt, non sans avoir donné le nom de la tombe à Blondine, qui a tout à coup devient très important évidemment pour Tuco. Celui-ci devra donc le soigner pour connaître le nom en question. Tuco conduit alors Blondine, mourant, dans un monastère franciscain, dans lequel son frère est père supérieur. Après avoir quitté la mission, Tuco et Blondine guéris, déguisés en soldats confédérés, sont capturés par un groupe de soldats de l'Union et sont conduits dans un camp de prisonniers. Entre-temps, Sentenza a suivi la trace de Bill Carson jusqu'à ce camp, où il est devenu sergent gardien en uniforme. Avec l'aide du caporal Wallace, il torture et frappe violemment Tuco pour connaître le nom du cimetière. Lorsqu'il apprend que seule Blondine connaît le nom et le numéro de la tombe, il change de tactique. Il propose une alliance à ce dernier qui accepte. Ils s'enfuient tous les deux du camp et partent à la recherche des dollars, mais avec 5 complices de Sentenza qui écoulaient des effets personnels des prisonniers volés par Sentenza. De son côté, Tuco est conduit et emmené dans un train de prisonniers, escorté par le caporal Wallace, et qui s'occupe de lui personnellement, sachant que sa tête est mise à prix. Lors du trajet en train, Tuco réussit à s'évader en sautant du train en marche, entraînant avec lui le caporal, dont il se débarrasse rapidement. Dans un village voisin, dévasté par là-bas, Blondine, qui était dans le même village, entend les coups de feu et reconnaît le son du revolver de son acolyte. Il part à sa recherche et le retrouve pour s'associer à nouveau avec lui afin d'éliminer Sentenza, qui, avec ses complices, n'aurait pas de mal à se débarrasser de Blondine après avoir trouvé le trésor. Ils réussissent à se débarrasser des membres de son gang, mais Sentenza s'échappe. Tuco et Blondine, en route vers le cimetière, savent qu'ils doivent bientôt traverser un pont, alors que Blondine déclare à son acolyte qu'il leur faudrait attendre la nuit. Ils sont inopinément capturés une nouvelle fois par une patrouille de l'armée nordiste. En effet, le pont qu'ils doivent traverser est alors âprement disputé entre des forces confédérées et celles de l'Union. Ne sachant comment expliquer leur présence là, Tuco affirme aux militaires qu'ils sont venus s'enrôler. Le capitaine de la compagnie qui les accueille leur explique que les combats durent depuis des jours, car les deux parties veulent s'emparer de ce pont stratégique et qu'elles prennent soin de préserver des bombardements. À la suite d'un assaut, le capitaine, blessé et ivre, révèle aux deux hommes qu'il rêve de détruire le pont et pour faire cesser ce massacre insensé. Ce projet plaît immédiatement aux deux forbans. Si le pont disparaît, les deux armées s'en iront. Ils auront le champ libre pour continuer leur recherche. Et évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'emparent d'explosifs, et puis discrètement, ils vont procéder au minage du pont. Et pendant qu'ils font ça, à moitié immergés dans la rivière, Tuco et Blondine, ils décident de révéler leur secret. Tuco donne le nom du cimetière, Sad Hill. Blondine donne le nom de la tombe, Arch Stanton. Après l'explosion du pont, le calme est revenu. Les deux armées se retirent comme prévu.
Les deux associés traversent et arrivent finalement de l'autre côté de la rivière. Pendant que Blandine s'arrête près des ruines d'une église et réconforte un confédéré mourant, Tuco en profite pour partir au galop jusqu'au cimetière. Il court à droite et à gauche parmi les centaines de tombes et découvrant enfin la tombe d'Art Stanton, il commence à creuser furieusement le monticule de terre poudreuse avec une planche trouvée sur place. Avant d'avoir trouvé quoi que ce soit, il est rejoint par Blandine, revolver au poing, qui lui ordonne alors de creuser avec une pelle qu'il jette à ses pieds. Sentenza arrive, armé lui aussi, et ordonne à Blandine d'aider Tuco. Blandine révèle alors que l'or n'est pas enterré dans cette tombe, qui ne contient qu'un squelette. Il inscrit le véritable nom de la tombe où est caché le trésor sur une pierre, qu'il dépose au milieu de l'esplanade circulaire qui forme le centre du cimetière. Les trois hommes se mettent en place et se font face pour l'affrontement final. Blandine tire le premier et abat Sentenza, tandis que Tuco s'aperçoit que son revolver n'est pas chargé. Blandine lui avoue l'avoir déchargé la nuit précédente. Il montre aussi qu'il n'avait rien écrit sur la pierre, puisque la tombe recherchée est la sépulture sans nom placée à côté de celle de Art Stanton. Tuco est contraint de creuser à nouveau. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont le pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Et dès qu'il a trouvé la caisse et constaté qu'elle contient bien des pièces d'or, il est forcé par Blandine à se faire passer un nœud coulant autour du cou, puis à se tenir debout en équilibre sur la traverse d'une croix, les mains liées derrière le dos. Blandine, partageant le butin en charge la moitié sur son cheval, et s'éloigne, pendant que Tuco crie à l'aide, perdant peu à peu l'équilibre. Arrivé hors de portée du revolver, Blandine fait feu sur la corde et libère Tuco, comme il le faisait au début du film. Blandine s'en va avec la moitié de la somme, laissant l'autre moitié, mais pas de cheval, à un Tuco foudrage, courant avec la corde autour du cou, et les dernières images montrent Blandine s'éloignant sur sa monture à travers les collines. Voilà l'histoire mémorable de ce film. Il fallait que je vous la raconte en entier. Donc, on a dit que c'était un film germano-italo-espagnol. Au scénario, on a Agenor Croci, Furio Scaperli, Luciano Vincenzi et Sergio Leone, d'après une histoire de Luciano Vincenzoni et Sergio Leone. On l'a dit, à la musique, c'est Ennio Morricone. Le budget est totalement ridicule, puisqu'il n'est que de 1 200 000 $. Normal, en Espagne, ça coûtait pas grand-chose. Le film dure 178 minutes. Il est tourné en couleur Technicolor 35 mm, format Techniscope 2/33, avec un son mono. Il est sorti en France le 8 mars 1968. Et la distribution est la suivante. Le bon, donc Blondine, est joué par Clint Eastwood. Lee Van Cleef, la brute, joue Sentenza. Eli Wallach, Cuco Benedicto, le truand. Voilà pour les 3 rôles majeurs. Je vais passer pour les autres rôles qui sont un peu plus moins intéressants. Il n'y a personne de très connu.
Donc, la production du film. Après le succès pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, les dirigeants de United Artists contactèrent le scénariste des deux films, Luciano Vincenzoni, pour acquérir les droits de ses œuvres précédentes, ainsi que ses prochains westerns. Ni lui, ni le producteur Alberto Grimaldi, ni Sergio Leone n'avaient de projet en tête. En fait, Leone n'a même pas l'intention de faire un autre western. Cependant, attiré par l'énorme somme d'argent offerte, qui lui permettrait d'être financièrement indépendant pour le reste de sa vie, il accepte la proposition sans avoir encore trouvé l'idée du prochain film. Heureusement pour lui, Vincenzoni propose l'idée du film à propos de 3 canailles à la recherche de trésors durant la guerre de sécession. Le studio accepte et un budget de 1 million de dollars US, plus de 50% des revenus de vente des billets à l'extérieur de l'Italie, est attribué au projet. Finalement, le film coûtera 1,3 million, une somme astronomique si on y pense aux conditions précaires dans lesquelles Léon a dû travailler seulement 2 années plus tôt. Et oui, pour l'époque, c'était astronomique. Et donc, le titre de travail du film, c'était Les deux magnifiques bons à rien. En italien, I due magnifici traccioni, mais il est changé dès le début du tournage lorsque Vincenzoni imagine le titre italien Il buono, il brutto, il cattivo. Littéralement, hein, en italien, le bon, le laid et le mauvais, qui plaît aussitôt à Léon. Dégagé des contraintes budgétaires, Sergio Leone décrit ainsi l'approche du film, qu'il peut faire comme il le veut, en tirant parti de l'histoire précédente et de ce fait qui la faisait fonctionner et en réfléchissant sur diverses motivations de Van Cleef et d'Eastwood. De tout temps, j'ai pensé que le bon, le mauvais et le violent ne pouvaient pas exister dans un sens absolu et total. Il me semblait intéressant de démystifier ces adjectifs dans l'atmosphère d'un western. Un assassin peut faire preuve d'un sublime altruisme, alors qu'un bon est capable de tuer avec une indifférence totale. Une personne apparemment mauvaise, lorsque la connaît mieux, peut s'avérer bien plus valeureuse qu'elle ne semble l'être et faire preuve de tendresse. J'ai une vieille chanson romaine gravée en mémoire, une chanson qui me semble pleine de bon sens. Un cardinal est mort, il a fait le bien et le mal, il a fait le bien et le mal, il a mal fait le bien. Voilà en gros la morale que je souhaitais glisser dans le film. Le scénario. Alors que Sergio Leone développe ses idées et planifie une mise en scène vraie et personnelle, Vincenzoni recommande de travailler avec une équipe de scénaristes incluant Ace Scrapelli et géré par Leone lui-même, ainsi que par le scénariste Sergio Donati. Leone rejette tout leur script, y trouvant trop de bouffonneries, et reprend complètement en main le scénario avec Donati. Leone veut combiner tragique et comique sur un fond pessimiste. Donati confirme cette déclaration, ajoutant « Dans la version finale du scénario, il ne restait pratiquement rien de ce qu'ils avaient écrit. Ils n'avaient écrit que la première partie, quelques mots à peine. Ils étaient extrêmement éloignés du style de Leone. Leone voulait essayer quelque chose de nouveau. Plutôt qu'un western, Ed Scarpelli avait écrit une espèce de comédie se déroulant dans l'Ouest. Scarpelli décrit comme fatale sa rencontre avec Leone. Dans notre profession, nous devons faire preuve de curiosité et porter attention aux films des autres. De cette façon, et de quelle façon ils fonctionnent, c'est ce qui se passe. C'était l'époque des westerns de Sergio Leone. Dans toute la communauté du cinéma,
il existe une passion secrète et infantile pour le western. Donc nous avons accepté de collaborer à l'écriture de ce film, surtout qu'il voulait le refaire en version western, La Grande Guerre, l'épopée tragicomique de 2 tirs au flanc sur le front en 1917. Mais notre rencontre avec lui s'est avérée fatale. Vincenzo Nzil déclare après avoir écrit le scénario en 11 jours, mais bien rapidement, il abandonne le projet lorsque ses rapports avec Léon se détériorent. Léon est aussi inspiré par une vieille histoire à propos de la guerre. Je voulais montrer l'imbécilité humaine picaresque, de même que la réalité de la guerre. J'avais lu quelque part que 120 000 personnes moururent dans les camps sudistes comme à Andersonville, mais je ne voyais nulle part de référence aux morts dans les camps de prisonniers nordistes. On entend toujours parler des atrocités commises par les perdants, jamais celles des gagnants. Il montre un camp nordiste où la musique couvre les cris des torturés. On pense aux camps de concentration nazis avec leur orchestre juif. Cela ne plut pas aux Américains, pour qui la guerre civile est un sujet quasi tabou. Mais la véritable histoire des États-Unis a été construite dans une violence que ni la littérature ni le cinéma n'ont su révéler comme ils l'auraient dû. Personnellement, je tends toujours à mettre en contraste la version officielle des événements, sans doute parce que j'ai grandi sous le fascisme. J'ai vu en personne comment on peut manipuler l'histoire. Pour cette raison, je doute toujours de ce qui est annoncé. Pour moi, c'est maintenant un réflexe, dira donc Sergio Leone. Voilà. Le tournage s'est déroulé donc en Espagne, dans le désert des Tabernas, comme je vous l'ai dit, en Andalousie, avec l'approbation du régime franquiste. Bah oui, c'était Franco à l'époque, au pouvoir, et avec l'assistance de l'armée espagnole. Parmi les figurants, on trouve 1500 soldats locaux. En 1973, Eastwood raconte que du moment que le film ne concernait ni l'Espagne, ni les Espagnols, ceux-ci ne se souciaient pas de ce que faisait l'équipe. Sur le plateau de tournage, Léon a à ses côtés le jeune Giancarlo Santi, qui occupe le poste d'assistant réalisateur de mars à août 1966. Santi, lors d'une entrevue au festival d'Ittoria dei Lombardi en 2006, se souvient. Sergio voulait me connaître et avait la pellicule et pour quelques dollars de plus lorsque je l'ai rencontré à la visionneuse. Nous avons sympathisé rapidement. Il m'a engagé pour le projet et je suis parti pour l'Espagne de mars à août 1966, pour la plus belle période de ma vie. L'histoire du film, Le Bon, la Brute et Le Truand, est supérieure à celle des 2 films précédents, avec ses grands thèmes épiques, éthiques et historiques. J'y ai appris comment gérer un budget, car Leone était un grand entrepreneur. Tonino Delli-Colli est pour la première fois directeur de la photographie dans un film de Sergio Leone. Pour Delli-Colli, le western a un principe esthétique. On ne peut pas mettre beaucoup de couleurs. On utilisa des teintes amorties, noir, marron, beige, étant donné que les édifices étaient en bois et que les couleurs des paysages étaient plutôt vivantes. Eli Wallach se souvient que Léon utilisait la lumière et l'ombre en s'inspirant de Vermeer et de Rembrandt. Durant le tournage, il se produit quelques événements notables. Eli Wallach est presque empoisonné lorsqu'il boit accidentellement une bouteille d'acide laissée par un technicien près de sa bouteille de soda. Wallach ne mentionne cette anecdote dans son autobiographie, tout en déplorant que Léon, bien qu'il fût réalisateur brillant, n'eût mis en place aucune mesure de sécurité lors des scènes de tournage dangereuses. L'acteur est en danger dans plusieurs scènes, lorsqu'il est sur le point d'être pendu et qu'il est libéré par un coup de feu qui coupe la corde et qui effraie le cheval, lui permettant de s'enfuir à toute allure.
Le cheval s'emballe et continue de courir pendant plus de 1500 mètres avec l'acteur en selle, les mains toujours attachées dans le dos. Wallach risque également sa vie dans la scène où lui et Brega doivent sauter hors du train en mouvement. Le saut est accompli sans problème. Une situation dangereuse survient lorsque le personnage doit couper la chaîne. Il l'attache au caporal, maintenant mort. Tuco place le cadavre sur la rail afin que le prochain train coupe la chaîne au passage. Wallach n'avait pas remarqué que des marchepieds en métal de 30 cm de large dépassaient du bas de chaque wagon, et personne dans l'équipe technique ne semblait de s'en être aperçu. Si l'acteur avait soulevé la tête au mauvais moment, une de ces marches l'aurait probablement décapité. Léon demanda à l'acteur de reprendre la scène, mais celui-ci déclara qu'il ne le referait plus jamais de sa vie. Cette scène est inspirée d'un gag des lois de l'hospitalité de 1923 de Buster Keaton, où un train coupe la corde qui ligote Willie McKay, qui est joué par Keaton, avec le méchant. Lors de la production de ses 2 premiers films, Léon avait déjà conquis la réputation d'être obsédé par les détails, mais durant ce 3e tournage, cette réputation prit des proportions quasi légendaires. Luca Morsella, fils de Fulvio Morsella, raconte une anecdote. Une journée où ils étaient en train de tourner une scène, le directeur de production, Fernando Cinquini, qui était très satisfait car le travail avait été achevé selon l'horaire, Sergio dit alors « Je n'ai pas encore fait le détail de l'éperon ». Cinquini s'approcha et lui répondit « Ce n'est pas grave, ne te préoccupe pas d'une bagatelle comme l'éperon. Nous le tournerons quand nous pourrons. » Lorsque vint le jour où il fallait filmer ce détail de l'éperon, Cinquini demanda à Sergio s'il voulait le faire maintenant. Celui-ci répondit « Il me faut 300 figurants, des diligences, des cavaliers, des soldats et tout le reste. » En effet, ce n'était qu'un détail de l'éperon, mais en arrière-plan, il voulait voir toute la vie de la ville avec les gens qui marchent et les cavaliers qui passent. Cette anecdote devint une légende dans le monde du cinéma. Chaque fois qu'un réalisateur dit « il me manque qu'un détail », il faut s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un autre détail de l'éperon. Voilà pour la petite anecdote. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. Il m'a beaucoup marqué quand je l'ai vu. J'ai vu les 3. C'est celui qui m'a le plus marqué. Il y a eu une version longue qui dure près de 3 heures, alors que la version classique dure 178 minutes. C'est la version italienne, hein. Mais elle est coupée de 15 minutes à la sortie internationale. Il n'y a que lors de la sortie en DVD en 2003 que les scènes ont été réintégrées et doublées. Voilà. C'est tout. Les influences culturelles, il y a Tarantino qui estime que c'est le film le mieux réalisé de tous les temps. Dans le film Z de Costa Gavras, on peut voir des hommes en train de renverser une grande affiche du film, à peu près dans le premier tiers du film. La trame des personnages et certains films du film coréen Le Bon, la Brute et le Cinglé en 2008 était fortement inspiré du film et son titre est d'ailleurs un clin d'œil direct. En 2008, le personnage de Blondine, l'homme sans nom, figure à la 33e place du classement des 100 meilleurs personnages de films du magazine Empire. Petite anecdote, le groupe de rock anglais Dire Straits s'est servi du thème principal du film, que je vous ai passé tout à l'heure, pour l'introduction de tous ses concerts durant sa tournée de 81. Il y a les Irlandais aussi de The Pogues, qui ont repris le thème principal du film pour la bande originale du film, Straight to Hell de 1987, d'Alex Cox, dans lequel
le groupe joue par ailleurs. Le groupe Metallica se sert de la musique de la scène du cimetière, The Ecstasy of Gold, en introduction à tous ses concerts. Par ailleurs, cette musique est diffusée avant le début de certains tournois des World Series of Poker annuellement à Las Vegas. Le groupe Gorillaz a nommé une de ses chansons Clint Eastwood, car ce morceau utilise un sample de la bande originale du Bon, la Brute et le Truand. Le groupe de rap I.Am s'inspire du film et des protagonistes pour le titre Un bon son brut pour les truands sur son album L'école du micro d'argent. En plus, Akhenaton, un des deux MC d'I.Am, est régulièrement surnommé Sentenza. D'ailleurs, le morceau d'Akhenaton pousse au milieu des cactus Marancor, Marancœur, comporte une boucle avec une femme chantant Sentenza, ainsi que quelques extraits de Le Bon, le Brut et le Truand, et de pour quelques dollars de plus, principalement avec la voix de Lee Van Cleef. Enfin, Keops, le DJ d'I.Am, a produit 2 albums nommés Sad Hill, en référence au nom du cimetière, et Sad Hill Impact. Sad Hill est aussi le nom du label qu'il possède. La pochette du premier album de Oasis, Definitely Maybe, montre un téléviseur qui diffuse une séquence du film. Tuco essaye de faire parler à Bill Carson, agonisant, avec un humour très britannique. Le thème musical a été revisité en 2005 par le célèbre groupe de 8 joueurs de ukulélé, The Ukulele Orchestra of Great Britain, etc., etc. Je pourrais continuer des heures comme ça. Voilà, mes amis, c'était tout pour moi. J'espère que cet épisode hors série un peu plus long vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des étoiles dans les commentaires si ça vous plaît. Ça m'aide beaucoup à m'avancer, à me faire référencer sur le podcast pour avoir plus d'auditeurs. Vous savez bien que nous, c'est un peu notre seul moyen d'exister. Alors, si vous pouvez nous aider, ça serait sympa à tous ceux qui écoutent. Voilà, je vous en remercie d'avance. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode en live. Il y a toujours des diffusions chaque semaine d'épisodes plus courts avec une voix en IA. Ça durera jusqu'en début avril, après ça s'arrête. Mais il y aura toujours chaque semaine un hors-série un peu plus long d'une 30aine de minutes avec moi au micro. Je m'excuse encore pour ma voix qui zozote. Je vous rappelle des petits problèmes de santé. Handicapé. Voilà, c'était pour vous le préciser ou que vous le saviez pas. Ce qui fait que je bute sur certains mots. Voilà, donc j'espère que vous me pardonnerez. Je vous dis à bientôt, à très vite et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets, Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. J'ai l'impression que l'océan ne me veut pas, je sais pas pourquoi. Peut-être une question de lune, une question de dune.